Je vais te faire gagner du temps et de l'argent. Le livre marketing le plus recommandé ces dernières années, tu sais, celui que tous les gourous du business en ligne te conseillent, je viens de le lire. Et je suis clairement déçu. Ce livre, c'est Building a Story Brand de Donald Miller. Donc, tu as la version en française, best-seller du New York Times, Donald Miller, Story Brand, 7 piliers du storytelling, édition Pearson. Faut savoir que ce livre, ça coûte 25 balles. Alors, tiens-toi bien, parce qu'à un moment donné dans ce livre, l'auteur écrit noir sur blanc que les scénaristes d'Hollywood se seraient inspirés de sa méthode. Rien que ça, on parle des scénaristes d'Hollywood, les meilleurs au monde. Mec, Hollywood, il a pas attendu qu'un consultant marketing du Tennessee pour comprendre comment raconter une histoire. Au contraire, c'est l'inverse. C'est Donald Miller qui s'inspire d'Hollywood, et notamment de Robert McKee. Je vais te montrer la source et la preuve dans cette vidéo. Mais juste avant, il y a une question qui se pose. Est-ce que ce livre est totalement inutile ? Mon avis perso, non. Il y a 3 idées qui valent vraiment le coup d'œil. Le problème, c'est que ces 3 idées, elles sont noyées dans 180 pages où il y a beaucoup de répétitions inutiles et il y a une vision un petit peu bisounours du business. Il faut savoir que je fais du marketing internet depuis 2008 et je m'intéresse au marketing depuis 2003. J'ai notamment commencé à gagner de l'argent en ligne en 2003 et j'ai créé mes premiers sites web en 2004. Et en basant sur mon expérience, je vais dire ce qu'il est bon à garder et ce qu'il n'est pas. Avant de descendre le bouquin, je vais être honnête sur ce qu'il promet, sur la promesse du livre, parce que la promesse en soi, elle est bonne. Donald Miller, dans ce livre, il part d'un vrai problème. Le problème, c'est que la plupart des entreprises, elles parlent d'elles-mêmes, de leur histoire, comment la boîte s'est créée, etc. La vérité, c'est que le client, il s'en fout complètement dans l'immense majorité des cas. À moins que ta marque soit déjà connue, qu'elle transmette des valeurs et qu'elle ait une forte identité. Je pense à des marques par exemple comme Nike, Adidas, Amazon. Effectivement, il y a une histoire qui est racontée. Et parce que la marque, elle s'est déjà imposée dans le paysage. Il y a une phrase qui dit dans ce livre qui au final est la plus juste. Si t'es confus, t'es foutu. Et c'est vrai parce qu'un cerveau confus, il achète jamais. C'est la base de la psychologie humaine appliquée à la vente. Pour vendre, faut chercher à convaincre, à persuader. Et le plus gros du taf, c'est de créer le lien de confiance et ça se crée notamment par des besoins identitaires. Et la proposition que Donald Miller il fait dans ce livre, c'est de dire arrête de faire de ta marque le héros. Le héros, c'est ton client. Toi, ta marque, t'es le guide, tu dois te positionner comme un guide. Et c'est vrai, parce que ça, c'est souvent une erreur qui est commise. La marque a tendance à tort à s'associer à l'image du héros, soit par arrogance ou par ignorance. Dans les deux cas, la conséquence, le résultat est le même, c'est que ça va créer de la friction et ça va pas renforcer le besoin d'identification du client à ta marque, au contraire. Et donc, ce qu'il dit Donald Miller ici, c'est que toi, ta marque, elle doit se positionner comme un guide. Si on prend l'exemple de la trilogie Star Wars, toi, en tant que marque, tu dois jouer le rôle de guide Yoda, maître Yoda, qui va guider Luke Skywalker à maîtriser la force, notamment par ton savoir-faire spirituel. Et en partant de ce principe-là, il construit un framework en 7 étapes qu'il appelle la méthode SB7. Le personnage, donc ton client ici, le héros, il veut quelque chose, il rencontre un problème, un obstacle, il croise un guide, donc ta marque, qui lui donne un plan d'action, qui l'appelle à l'action, parce qu'il faut le pousser à l'action. Si tu regardes bien dans les séries comme Superman, Smallville, là où il y a toujours des héros, les super-héros sont généralement poussés à l'action. D'eux-mêmes, ils vont pas se dire « Ah, vas-y, j'y vais, go !» quoi. Et en faisant ça, en jouant ton rôle de guide et en l'incitant à passer à l'action, ça va inciter le personnage, donc ton client ici, le héros, à éviter un échec, parce qu'on veut tous éviter la tragédie, la peur de souffrir, ça rejoint des besoins profonds, la recherche de plaisir, l'évitement de la souffrance. Et donc, en faisant ça, ça va mener au succès, à la réussite. Le goal ultime, le but final. Donc sur le papier, c'est solide. C'est la structure de base de n'importe quelle histoire humaine, n'importe quelle narration, depuis 3000 ans. Donc le problème ici, c'est pas la structure. C'est ce que Donald Miller en dit. Dans son livre, Miller, il écrit que sa méthode a inspiré les meilleurs scénaristes d'Hollywood à produire les films à succès. Rien que ça. Un brin prétentieux, le garçon. Et donc, ça te fait croire que sa méthode, ça a influencé Hollywood. Sauf que quand tu regardes d'où vient vraiment son framework, la réalité te montre que c'est exactement l'inverse. Et en vérité, c'est du bon sens. Tu te doutes bien que Hollywood, qui a accès aux meilleurs scénaristes, ils n'ont pas besoin d'un mec comme Donald Miller, qui est juste un consultant marketing du Tennessee. Va falloir dégonfler à un moment donné son ego, va falloir passer de la pastèque au melon, quoi. Et d'ailleurs, Miller lui-même, il cite ses sources dans ses formations. Le monomythe de Joseph Campbell, qui a été publié en 1949, et les principes de scénario de Robert McKee. Et ça, c'est le livre de référence des scénaristes hollywoodiens, depuis les années 90. Et alors, je vais te montrer la preuve à l'écran. Je sais pas si tu vas le voir sur la caméra. Là, Donald Miller. Alors, je sais pas si c'est la première version ou pas. En tout cas, là,
copyright, mais bon, ça se voit qu'il est récent, 2017, je sais pas si tu le vois à la caméra, 2017 ici. Et c'est surtout, donc là, ici, le livre de Donald Miller. Et ici, celui que j'ai acheté également, que j'ai pas encore lu. Alors lui, c'est la Bible, c'est vraiment le pavé. Robert McKee. Déjà, tu vois la différence. Je sais pas si tu te rends compte à la caméra la différence d'épaisseur. Tu vois? Voilà quoi. Donc là, Donald Miller, 180 pages. Robert McKee, Story, écrit un scénario, donc deuxième édition, revue enrichie. Écrit un scénario pour le cinéma et la télévision. Et là, effectivement, alors déjà, tu vois le truc, c'est un pavé. Hein. Je crois qu'il doit avoir 400, ouais, pas loin de 400 pages. Et publié en 2017, c'est la deuxième édition. Photo de couverture, 1963. Et je crois que j'avais vu 97, je sais plus où. Ouais, voilà, copyright en 97. Mais bon, tu vois que le positionnement est pas du tout le même. Enfin, le bouquin, celui-là, il est hardcore, quoi. Là, il y a du concret. Par contre, là, ça te fait donner au cerveau. Tu peux prendre un Doliprane. Hein. Et là, il y a un article qui en parle, justement, qui est paru le 7 mai 2026, où il cite notamment les sources de Robert McKee et Joseph Campbell. Et là, il te fait voir l'arc narratif, justement, en cette étape du héros, tu vois. Le caractère, donc le héros, le personnage, c'est ton client, qui rencontre un problème, qui rencontre un guide. Donc ici, la brand, la marque, toi, ton entreprise, qui a un plan, qui, donc le CTA Call to Action, qui l'incite à passer à l'action, qui le void les failures, qui évite les échecs, et justement qui lui permet de le mener au succès et à la réussite. Voilà, c'est un petit peu la parabole du succès à ce niveau-là. Donc ça, c'est un arc narratif très simplifié, bien sûr. Et donc ça pour dire que Miller, ici, il n'a pas inventé une structure qu'Hollywood aurait ensuite adoptée. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris la structure qu'Hollywood utilise déjà, depuis notamment Joseph Campbell et Robert McKee, et il l'a simplifié pour les besoins marketing. Et il la revend comme si l'inspiration allait dans l'autre sens. Mais non, c'est faux. Mais en soi, c'est couillon, parce que par contre, c'est bien ce qu'il a fait, tu vois, c'est quand même sympa pour la personne qui connaît rien, qui a pas envie de se taper un pavé ou qui a pas envie d'être scénariste. Si tu travailles dans le marketing, si tu veux vendre, t'as pas besoin d'être scénariste. C'est important, c'est un plus, ne serait-ce que par enrichissement intellectuel, par intérêt intellectuel, de connaître la mécanique profonde. Mais en gros, t'as pas besoin de lire un livre hardcore comme ça, il peut la simplifier comme ça, tu vois, et la rendre plus accessible. Donc en soi, c'est bien, c'est une bonne chose. Mais pourquoi je te dis ça? Parce que dans mon métier, je connais un consultant SEO qui a fait exactement la même chose. Il s'est improvisé SEO Rockstar et il a revendiqué une méthode qu'un SEO américain avait inventée bien avant lui. Et tout se sait. Donc c'est pas un détail, c'est même le cœur du problème. Il se positionne en tant que guide innovant alors qu'il vulgarise des théories qui existent depuis 70 ans. Tout ça pour vendre derrière ses formations certifiées StoryBrand. Et tu verras que dans le bouquin, il y a quand même pas mal d'appels à l'action, et notamment sur des sites. Alors c'est ça qui est quand même, enfin pour moi la légitimité, elle tombe pas à zéro, mais enfin je veux dire voilà, moi je suis un mec qui travaille dans le marketing, forcément, des formations professionnelles, je check mes sources. Alors je veux bien croire que la publication elle a été parue en 2017, mais quand même tu mets à jour. Il t'incite à aller voir un outil sur des sites qui n'existent plus. Bon, ça craint du boudin quand même. Et donc du coup, une fois que tu sais ça, bah tu relis le bouquin différemment. Parce que le problème de fond, il va beaucoup plus loin que cette phrase. Ça c'est le premier problème. Mais il y a un deuxième problème. Et celui-là, j'y tiens parce que c'est pas des moindres. Donald Miller, dans ce livre, il partage une vision du monde du travail qui est naïve. C'est pas du tout réaliste. Par exemple, Miller, il donne des exemples où le PDG d'une entreprise, il fait un discours inspirant à chaque nouvelle recrue. Chaque employé va accueillir le nouveau chaleureusement, va le challenger comme s'il faisait partie de la famille. Tout le monde se challenge dans la bienveillance. Chaque employé va prendre le temps de le former, le PDG va faire le tour de chaque employé pour qu'il s'assure que chaque employé ait compris la culture de l'entreprise. Et tout le monde s'aime, ils vécurent heureux et eu des beaux enfants. Mais mec, dans la vraie vie, ça se passe pas du tout comme ça. Le PDG, tu crois qu'il a que ça à foutre? Le PDG, il va pas faire le tour de s'il a 500 ou 1000 employés, voilà, il va pas lui offrir le thé. Quand t'arrives dans une boîte, les employés, pareil, ils ont des tâches, ils ont la pression du timing, la quête de performance, ils ont des clients à gérer, donc ils vont pas avoir beaucoup de temps pour toi. Ce qui se passe généralement la plupart du temps, c'est que t'es accueilli, t'as un petit déj, tu te présentes, voilà, ça dure une heure, merci, au revoir, et t'as ton maître de stage ou ton N+1 qui après te forme, qui prend plus le temps. Mais il est bien évident que si tu travailles par exemple pour Amazon, tu vas pas faire le tour des entrepôts, le PDG Amazon va pas venir Jeff Bezos te souhaiter la bienvenue, faut être sérieux 5 minutes, quoi. Il y a un autre exemple, enfin il y en a plusieurs qui m'ont fait tiquer. L'employé, pareil, toujours. En fait, il part du principe, Donald Miller, qu'une fois que tu appliques sa méthode, tout va bien dans le meilleur des mondes, tu es obligé de réussir, ton entreprise, elle va générer des millions de CA. Tous les employés vont adorer leur boîte, tu vois. Et du coup, dans le cas où un employé qui serait courtisé par un cabinet de chasseurs de tête,
il ignorerait la demande ou il refuserait carrément l'offre parce qu'il aime trop sa boîte, tu vois, le mec. Mais ça, je connais bien le sujet, je vais t'en parler. Dans la vraie vie, il y a que des grosses boîtes qui ont déjà une très forte culture d'entreprise, qui ont fait un énorme travail de branding, qui peuvent se permettre ça. Je pense à des boîtes notamment comme Google, les grosses startups californiennes de la Silicon Valley. Tu manges Google, tu te lèves Google, mais la vérité, c'est que le but derrière, il est loin d'être aussi bisounours. C'est qu'une boîte comme Google, justement, elle veut que tu te sentes tellement bien que tu restes dans la boîte pour que tu sois plus productif. C'est pas par amour pour ses employés, non. La finalité, elle est productive. C'est toujours la réalité économique. Une boîte n'est pas philanthrope. C'est du bon sens. Par contre, tu peux quand même avoir accès à des très bonnes conditions de travail. Mais la réalité, c'est qu'à l'échelle macroéconomique, ce type de boîte est élitiste et minoritaire. Ça représente pas du tout la majorité du marché. Il faut déjà avoir une certaine inertie en termes de cash flow pour pouvoir se permettre ces conditions de travail. Dans la vraie vie, un employé, il bosse pour gagner sa vie, pour payer ses factures, pour nourrir sa famille. Pas par amour inconditionnel pour son entreprise. Son chef d'entreprise, son PDG, il va Pas accrocher un poster de son PDG dans sa chambre ou dans sa maison. Je pense pas. C'est comme la question la plus hypocrite d'un entretien d'embauche. Pourquoi vous avez postulé pour notre entreprise? Pour gagner de la thune, connard. Tu crois que je suis là pourquoi? Mais bon, la réponse attendue, c'est... Parce que j'adore votre boîte. Je serais prêt à travailler gratuitement. C'est mon rêve absolu depuis que je suis né sur Terre. Alors, je vais être très transparent avec toi, parce que ça m'est arrivé, ça. L'exemple du chasseur de tête. À une époque, quand j'ai fait mes armes, j'ai travaillé à Montpellier dans une agence de communication. De 2008 à 2012, j'étais devenu tellement bon dans mon domaine que j'étais courtisé. Les meilleures boîtes de l'époque me voulaient. Donc c'est flatteur. On reconnaît ta valeur, tes compétences. Et ça a été même jusqu'à ce qu'il y ait un cabinet de chasseurs de tête qui me contacte via LinkedIn pour un poste d'expert SEO en Suisse. Ce poste-là était bien sûr bien mieux payé. Alors quand je te dis bien mieux payé, on va parler concret, mon salaire aurait été multiplié par 6. Pas par 2 ou par 3, par 6. Pour le même poste, voire plus cool en termes de compétences. Parce qu'à l'époque, le marché suisse était beaucoup moins mature que le marché français. En gros, pour eux, si tu savais monter 4 pneus sur une voiture, t'étais ingénieur mécanique en F1. J'exagère, mais tu vois le tableau. Le gap de connaissances était énorme. Et moi, comme un con, j'ai refusé. Parce que j'aimais trop l'agence dans laquelle j'étais. Avec le recul, honnêtement, alors, c'était la loyauté, certes, parce que je suis un mec loyal, fidèle, honnête, quand je crois à une boîte. Effectivement, il y avait une structure familiale, un bon mood, mais il y avait quand même de la naïveté là-dedans. La naïveté d'un mec qui avait la vingtaine, qui débutait dans le domaine du marketing, et qui s'est aperçu au fil des années que c'est un monde de requins qui sont déguisés en sirènes. Tout le monde n'est pas comme ça, bien sûr, heureusement, mais une bonne partie. Et ici, la Donald Miller, il vend cette naïveté comme un modèle à suivre. Mais moi, je te recommande pas du tout, parce que la vérité, elle est brutale. En tant qu'employé, tu n'es qu'une ressource pour une entreprise. Ni plus, ni moins. Ton patron, s'il te paie, c'est pour que tu fasses un taf, tu lui fasses gagner du pognon. D'accord? T'es pas son fils, ton patron, c'est pas ton daron. C'est une relation commerciale. C'est du business. Toi, en tant qu'employé, tu sautes à tout moment. Il y a personne qui est indispensable dans une boîte. Personne. Donc moi, je te le dis par expérience, méfie-toi des histoires trop propres et trop lisses. Ça, c'est bien dans les Walt Disney, c'est très agréable à regarder, mais dans la réalité, c'est pas tout à fait le cas. Et je vais te donner le pire exemple, et c'est d'ailleurs celui qui m'a fait décrocher la moitié du bouquin, c'est qu'en gros, Donald Miller, il dit « Appliquez ma méthode » et boum, les commandes affluent. C'est aussi simple que ça, mais c'est vrai, pourquoi s'emmerder dans la vie, bordel? C'était aussi simple, ça se saurait, quoi. Tu vois, sa méthode, là, tu vois dans le sommaire, en gros, là, ici, tu as 3 parties. La deuxième partie, élaborez votre scénario. Un personnage, un problème, rencontre un guide qui lui fournit un plan et l'incite à agir pour échapper à la catastrophe et triompher. Et alors, la troisième partie qui est formidable, appliquez votre scénario Brand Trip. Chapitre 12, optimisez votre site web. Tu vois, rien que ce chapitre, il fait 10 pages. Bon, une page, ça aurait suffi. La feuille de route Story Brand. À la page 149, quand même. Limite le truc le plus concret, tu l'as à la fin du bouquin. Et donc non, ça marche pas comme ça dans la vraie vie. Parce que la vérité, c'est que t'as beau avoir un discours qui est parfaitement clair, aussi clair que de l'eau de roche, il peut avoir de la friction. La clarté, c'est une condition nécessaire. Mais c'est pas une condition suffisante. La nuance est importante. Il y a plein de facteurs de conditions qui peuvent expliquer que ta boîte, ton entreprise ne va pas assez vendre, ne va pas vendre sur tel produit ou telle offre donnée. Le prix peut être trop élevé, pas en adéquation avec le marché,
La concurrence peut être agressive. Le timing peut être pourri. Tu crois que pendant la crise des subprimes, les prêts immobiliers, ça se vendait? Il y a un contexte économique qui peut être défavorable. Bref, il y a plein de raisons qui peuvent expliquer que tu ne génères pas de vente. Un message clair, il aide à vendre. Bien sûr, c'est évident. Par contre, un message clair, à lui seul, ne garantit jamais de vendre. Et Donald Miller, il mélange ici les deux en permanence. C'est une erreur grossière de débutant. Pour moi, il perd limite toute crédibilité et légitimité. Enfin, mec, tu te revendiques professionnel de marketing, comment tu peux faire une erreur aussi grossière? Bien sûr, la clarté du message, elle est très importante, et ça, je suis d'accord avec lui. C'est un gros taf qui, en apparence, paraît assez simple, mais qui peut être vite complexe, qui demande assez de recul, et effectivement, c'est un gros gap parce que quand ton message est clair, eh ben effectivement, tu vas mieux vendre. Parce qu'effectivement, tes intentions sont plus claires, ton message est moins confus, et donc, effectivement, tes clients t'écouteront davantage. Ça, je suis d'accord avec ça. Mais c'est pas une condition suffisante. Et la partie, alors là, qui m'a achevé la plus décevante du bouquin, elle est à la fin, c'est celle sur le tunnel de vente et l'optimisation du site, que je t'ai fait voir, tu vois, complètement survolé. Franchement, je te jure. Honnêtement, quand je suis arrivé à la dernière partie, la partie 3, la page 123, appliquez votre scénario Brand Script, la chapitre 12, optimiser votre site web. Vu que c'est un domaine que je connais bien, vu que je travaille dans le SEO, l'optimisation des sites, tout ça, ça fait 18 ans que je travaille dans le SEO, l'optimisation des sites, donc tu vois, j'en connais un rayon. Là, je me suis dit, ouh, là c'est bien, tu vois, je m'emmerdais un peu, jusqu'à maintenant c'était trop abstrait, là ça va être croustifondant. Allez, je vais préparer les cacahuètes, je sors les popcorn, qu'est-ce qu'il a à m'offrir? Ben rien, c'est survolé, c'est abstrait. À un moment donné, il donne un exemple de CTA, donc de Call to Action, ok, avec 2 boutons. Ouais, merci. Mais putain, ça va bien si la personne n'y connaît absolument rien en marketing dans le B.A.B.A., quoi. Si t'es stagiaire en maçonnerie, que tu t'intéresses au marketing, ça peut être intéressant. T'auras des premiers prémices, mais c'est tout. Et pour un mec comme moi qui taffe dans le marketing internet depuis des années, qui connaît les tunnels de vente, l'optimisation des sites, bah c'est clairement décevant. Alors, je suis d'accord, c'est pas un livre d'optimisation, bien sûr, j'attendais pas de ça. Mais dans ce cas-là, parle pas d'optimisation, apporte pas ce chapitre, ou, enfin, le fais pas de cette manière. Alors bon, je t'ai parlé de beaucoup de choses qui ne vont pas dans ce livre, parce que pour moi, c'est réel, il y a énormément de choses qui vont pas. Mais malgré ça, pourquoi c'est quand même un livre qui est pas complètement à jeter à la poubelle? Bon, bah déjà, je l'ai payé 25 balles, je vais pas le jeter à la poubelle. Le papier, ça coûte cher. Non mais, blague à part, parce qu'il y a quand même 3 idées qui valent vraiment le coup et vraiment le détour, malgré tout. La première idée, c'est que Donald Miller, il le dit, la clarté avant tout. C'est important que ton message soit clair. Et ça, je suis totalement d'accord avec lui. En gros, il dit qu'un message confus, ça convertit jamais. Et c'est vrai. Même si le message, il est intelligent, sophistiqué, si en 5 secondes, on comprend pas ce que tu vends, les gens partent. C'est vrai. C'est pour ça que tu vois, par exemple, sur mes sites, là, le site ici, là, de Seb Experience, tu vois que c'est un site hyper épuré. On a ce que j'aurais aimé savoir à 18 ans, la baseline, ma photo, le lead magnet, donc ici, c'est pour attirer des leads, c'est-à-dire en gros pour capter des mails. Là, ici, en échange d'un bénéfice, d'un gain, ici, reçoit le guide gratuit, donc un guide PDF de plusieurs pages, en échange de ton mail. Donc ça, c'est un CTA vers l'inscription mail pour capter les mails, donc génération de leads. Ok, fond noir, typo blanche, texte, on a très peu de texte volontairement, pour pas embrouiller le viewer, parce que plus tu as l'information, plus ça entraîne un risque de confusion, donc plus c'est simple, mieux c'est. Et là, la difficulté, elle est là en fait. C'est en apparence simple, mais la difficulté, c'est de rendre simple et minimaliste les choses, de compresser, d'éliminer tout le superflu. Qui est Sébastien, tu vois, en quelques lignes, hein, j'ai pas fait 3 pages. Hein. Mon histoire complète, s'il va en savoir plus, pour éviter de l'abreuver d'informations. Là, je pars du principe, s'il va en savoir plus, il est intéressé, donc il a un petit peu plus de texte, de pâté. Ok. Voilà, c'est tout. Contact, qui je suis. Merci, au revoir. Newsletter, qui je suis, parce que pour l'instant, j'ai rien de spécial à vendre, donc juste ça. La deuxième idée qui est intéressante dans ce livre et qui est importante, je suis d'accord avec lui, et ça, celle-là, je pense, au final, c'est quelque part des idées les plus importantes, je trouve, qui rejoint les bases de la psychologie humaine, que je savais déjà, mais que j'avais pas forcément abordé avec cet angle-là. Tu vois, ça t'apporte quand même un autre angle d'approche, une autre vision qui est quand même intéressante. Donald Miller, il dit que les problèmes internes comptent plus que les problèmes externes. Et c'est vrai, un client achète pour résoudre ce qu'un problème lui fait ressentir, pas juste le problème lui-même. Par exemple, le problème externe, tu vois, si tu prends des marques de luxe comme Louis Vuitton, Prada, Cartier et compagnie, tu vas pas acheter uniquement un sac à main ou un produit de luxe. Tu vas l'acheter pour résoudre un problème interne, besoin de reconnaissance, besoin de prestige, être valorisé, etc.
Et tu vois d'ailleurs, et au final, je pense que c'est un des chapitres pour moi les plus intéressants finalement du bouquin, c'est le bouquin sur les problèmes. La nuance entre problèmes internes et problèmes externes. Donc, travailler sur plusieurs couches. Et il prend notamment plusieurs exemples concrets. CarMax, par exemple, une chaîne américaine de vente de véhicules d'occasion, où il dit problème externe résolu par CarMax, le besoin d'une voiture, le besoin de louer une voiture d'occasion, ou d'acheter une voiture, mais ces publicités ne reposent pratiquement jamais sur le produit. Elles se concentrent sur les problèmes internes des clients. Et donc, le problème interne, il le dit, les supermarketing s'adressent la plupart du temps au problème interne du client cherchant un véhicule de seconde main, devoir affronter les commerciaux de ce type d'établissement. Il prenait l'exemple aussi d'Apple. Apple parle très rarement de ses produits en tant que tels, des PC, enfin des ordinateurs, des téléphones, tout ça. Son slogan à la base c'était Things Different. Il parle vraiment à un niveau plus profond, identitaire de sa cible, de ses prospects. D'être cool, d'être créatif. Et là, pareil, il donne l'exemple de Starbucks. Starbucks, le problème externe, c'est en gros boire un café. Mais bon, ça, tu peux boire un café chez toi, enfin, tu vois. Et le problème interne, il dit en gros que c'est que tu veux passer un moment cool. Tu vois, une ambiance confortable, raffinée, propre à la détente, sentir à l'aise dès qu'ils franchissent le seuil d'un Starbucks. Ils ont le sentiment que la vie est faite de raffinement et d'enthousiasme, lieu de rencontre. Après, il dit aussi, pareil, problème philosophique. Enfin bref, c'est là-dessus, franchement, c'est très intéressant. Donc, il y a vraiment quand même des passages intéressants dans ce bouquin. Attention, hein, tout n'est pas acheté. Il y a vraiment des passages qui sont intéressants. Et moi, personnellement, j'adore d'ailleurs la marque Starbucks, ou Paul aussi, les boulangeries Paul. Et parce que le produit est bon d'ailleurs. Starbucks, c'est le bon café. Tu sais qu'il y a une garantie derrière qui est associée où si je vais boire un café Starbucks, je vais avoir la garantie de boire un bon café. J'en aurai pour mon argent. Pareil pour la boulangerie Paul. Si je commande un thon, si je commande un sandwich au poulet, au thon, une tartelette framboise, un café, je sais que j'en aurai pour mon argent. C'est pas donné, mais tu sais que t'as un pour ton argent. C'est le principe également des épiceries fines ou des salons de thé. C'est plus cher, mais tu sais que t'en as pour ton argent. Et donc franchement, ce passage-là, un de mes préférés, honnêtement. Et donc ça, effectivement, il a touché à un point juste et je pense un des problèmes d'ailleurs majeurs au final, hein, c'est ce qui manque souvent. Et effectivement, ouais, c'est souvent ce qui manque dans le marketing des solopreneurs débutants, solopreneurs comme moi d'ailleurs. Et la troisième idée qui est quand même intéressante, c'est qu'effectivement, il dit connais ton client mieux que lui-même, en gros, et positionne-toi comme un guide, pas comme un héros. Alors ça, effectivement, c'est vrai, connaître le client, ben, ça reprend les bases de la psychologie humaine. Mais ce qui est surtout intéressant, finalement, c'est dans son approche de te positionner en tant que marque comme un guide et pas un héros. Parce que ça, effectivement, c'est une erreur courante. Pour moi, c'est au final les choses les plus importantes à retenir de ce bouquin, la clarté du message, le positionnement guide-héros qui est quand même une erreur souvent commise, hein, et l'histoire des problèmes. S'attaquer à plusieurs problèmes, ça c'est très intéressant franchement. Parce que la vérité c'est que personne n'achète quelqu'un qui veut juste briller. Les gens, ils achètent à quelqu'un qui les aide vraiment à avancer, à évoluer. Ça rejoint le besoin d'évolution de l'espèce humaine. En tant qu'être humain, on a besoin d'évoluer, on a envie d'évoluer, devenir une meilleure version de soi-même, et on veut, au travers d'expériences, être transformé, vivre des transformations. Et toi, en tant que marque, ton taf en tant que marque, c'est te positionner en tant que guide pour aider ton client à vivre une transformation. Et le but, c'est que ton produit, ton offre, ça soit le moyen pour ton client, qui est le héros ici, à vivre une transformation en se basant sur l'arc narratif. Le meilleur exemple, c'est d'observer tout simplement comment fonctionnent les films et surtout les séries. Pourquoi les séries sont addictives? Parce qu'on accroche au personnage qui vit une transformation entre le début de la saison, la fin de la saison. Donc chaque fois, on va chercher une transformation, et de préférence positive, qui nous aura transcendé, qui nous aura aidé à évoluer au travers de différents obstacles. C'est vraiment le parcours, l'arc narratif du héros. Le problème, c'est que là encore, sur le papier, c'est très bien, mais dans la pratique, c'est quand même à nuancer. Pourquoi? Moi, je vais te prendre l'exemple de ce que je connais le mieux, donc mon métier. Je connais dans mon métier des parfaits contre-exemples, où ce sont malheureusement bien souvent les mecs les plus arrogants qui vendent le mieux. Après, ces trois idées, honnêtement, donc elles sont très bonnes, hein, comme j'ai dit, mais en gros, elles auraient pu être résumées allez, peut-être pas un chapitre, j'exagère, mais 3 chapitres, tu vois, une idée par chapitre. Tu vois, par exemple, le chapitre 5 sur les problèmes, il est très bien, tu vois, de 51, la page 51 à la page 65, très bien. Bon, il y a 180 pages, il y a quoi? Il y a 13 chapitres. Pour moi, c'est un bouquin qui aurait pu largement être résumé en 3 chapitres et une trentaine de pages. Bon, maintenant qu'on arrive à la fin de cette vidéo, je vais quand même te dire un truc. Cette vidéo que tu viens de regarder, je l'ai construite volontairement en suivant exactement la structure SB7 de Donald Miller dans sa méthode StoryBrand. Alors, je me suis permis quelques écarts narratifs pour donner mon avis freestyle, mais grosso modo, le fil conducteur suit la trame SB7 qui est vendue dans ce bouquin.
Toi, en tant que spectateur, t'étais le personnage. Ton personnage, c'est un spectateur marketeur confus. Et ton problème en regardant cette vidéo, c'est de savoir si ce livre-là, il vaut ton temps. Est-ce qu'il mérite de consacrer du temps? Moi, dans cette vidéo, je me suis positionné comme un guide. Je t'ai donné un plan, les 3 idées à retenir, à qui le recommander, mon avis, pourquoi est-ce que ce livre est fait pour toi. Je t'ai appelé à l'action. Si tu souhaites commander ce bouquin, tu as le lien en description juste en dessous de cette vidéo. Je t'ai donné l'échec que tu évites. Si tu lis pas ce bouquin et si tu te contentes de regarder cette vidéo, tu vas éviter de perdre 5 heures sur un bouquin qui t'apportera pas grand-chose. Alors en vérité, c'est pas tout à fait vrai parce que comme je t'ai dit, honnêtement, j'ai été assez critique, voire très critique sur ce bouquin dans cette vidéo, mais c'était pour nuancer volontairement ce qui est dit dans ce bouquin parce qu'il y a des choses qui vont pas, mais ça reste quand même malgré tout un bouquin qui est agréable à lire, qui se lit bien, qui est de niveau débutant. C'est juste que quand tu as un certain niveau en marketing, bon, les 3/4, ça va pas te servir à grand chose, mais c'est un bon rappel des choses. Mais honnêtement, alors, je t'ai dit honnêtement, rien que pour ces 3 idées et le chapitre sur les problèmes, il est quand même intéressant à lire. Est-ce qu'il vaut les 25 €? Je ne sais pas. Mais effectivement, moi personnellement, c'est biaisé par rapport à mon expérience marketing. Effectivement, j'aurais préféré une version plus adaptée, on va dire, condensée en 30 de pages, 3 chapitres. Mais honnêtement, si tu connais rien dans le storytelling, le story brand, le marketing et tout, il y a des concepts qui sont intéressants. C'est un peu trop abstrait, mais c'est quand même intéressant. Ne serait-ce que pour accéder à ces 3 idées et le chapitre sur les problèmes. Ça vaut le coup de te payer le reste de la tartine. C'est un peu comme si t'allais voir, tu sais, un bon film au box-office où t'as vu la bande-annonce et t'attends exprès les meilleurs moments qui sont montrés dans la bande-annonce. C'est un peu ça. Et donc, pour finir sur la trame du SB7, la dernière étape, l'étape finale, la réussite, tu sais quoi faire en ayant regardé ces quelques minutes de vidéo, sans lire ces 180 pages, ou alors tu décides, en toute connaissance de cause, de lire ces 180 pages. Et en commandant le lien sur Amazon, en suivant le lien dans la description juste en dessous de cette vidéo. Le framework, il fonctionne. Il a été éprouvé, même appliqué à une critique négative, comme c'est le cas ici. Il structure, il retient, il livre, il délivre. Et c'est ça la vraie bonne idée du livre. Hein. Parce que le problème, je le répète, ça n'a jamais été le framework, la structure. La structure est bonne. Le problème, ce que je reproche un peu, comme je t'ai dit, c'est qu'il aura fallu lire 180 pages pour dire ce qu'on vient de voir dans cette vidéo en quelques minutes. Alors bien évidemment, cette vidéo, elle te détaille pas tout ce qu'il y a dans le bouquin. Je t'ai dit notamment le chapitre, franchement, sur les problèmes, il est quand même très intéressant. Tu vois, honnêtement, rien que pour ce chapitre-là, ce bouquin reste quand même intéressant. Mais voilà ce que j'avais à dire. Mon retour à chaud sur ce livre pour le résumé. Bon, la question que je te pose maintenant, c'est est-ce que toi, tu as lu ce bouquin? Dis-le moi en commentaire. Est-ce que tu es d'accord avec ce que je viens de dire dans cette vidéo ou pas? Pourquoi? Est-ce que tu trouves que je suis trop dur? Et si tu as capté la structure de cette vidéo avant que je te le dise, dis-le moi aussi en commentaire. Si ça t'intéresse, tu as le guide gratuit qui est accessible en description juste en dessous de cette vidéo, où tu auras accès aux 7 vérités que j'aurais aimé savoir à 18 ans. Et la bonne nouvelle pour toi, c'est que ce guide gratuit, comme son l'indique, il est gratuit et il tient en quelques pages. Je crois 10 pages. En attendant, prends soin de toi, à la prochaine. Ciao.